Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Lucie Hofbauer et le Quadrilatère pour cette réjouissante invitation, et Xavier Cressy et toute l'équipe du Théâtre du Beauvaisis pour m'accueillir pour ce grand entretien. Comme nous l'avons décidé lors de notre réunion de préparation avec Lucie et Xavier, je vais présenter ma recherche théâtrale en l'inscrivant dans mon parcours depuis mes débuts dans le milieu de la production théâtrale en tant qu'acteur et metteur en scène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la finalisation d'un doctorat de recherche en Finlande, à Helsinki. Donc, réacclimatation scénique. Cette chose-là, que ce que l'on voit et ce que l'on ressent n'arrive jamais en même temps, et ce qui fait qu'au théâtre, tout le monde est nerveux. Gertrude Stein, Plays, 1935. Viens me toucher comme les rayons différés d'une étoile. Roland Barthes, La Chambre claire, 1980. Non, ce n'est pas ça. Anton Tchekhov, La Mouette, acte 4, Nina, 1896. The here and now is a prison house. L'ici et maintenant est une prison. José Esteban Muñoz, Cruising Utopia, The Then and There of Queer Futurity, 2009. The time is out of joint. Le temps disjoncte. Hamlet, acte 1, scène 2, dans la tragédie d'Hamlet, prince du Danemark, Shakespeare, 1609. We should be on by now. On devrait être en direct là, maintenant. David Bowie, Time, 1973. Je suis né en 1973 au Pays Basque Nord, du côté français. Je suis né dans un pays coupé, avec une identité trouble, mixte, plurielle. À la fin des années 90, je reçois une formation professionnelle d'acteur à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national. Lors du premier cours d'interprétation, je présente la scène de jalousie du misanthrope de Molière, acte 2, scène 1. Madame, voulez-vous que je vous parle net de vos façons d'agir? Je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de biches s'assemblent et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons indubitablement et je vous promettrai mille fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. Célimène répond: c'est pour me quereller donc à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Et donc, à la fin de la scène, tout le monde rit dans l'assemblée. Ce n'est pas ma volonté de faire rire, bien au contraire, je joue la scène avec rage et sérieux, avec une réelle charge émotionnelle, et une conviction toute stanislavskienne. Je comprends à l'issue de la présentation de la scène que c'est mon accent qui les amuse, mon accent basque. Mon professeur d'interprétation me propose alors, avec beaucoup de douceur, 2 possibilités. La première, je garde mon accent et je deviens un acteur comique, avec un spectre de travail et d'embauche professionnel réduit. 2, je travaille phonétiquement à perdre cet accent et à normaliser ma prononciation du français. Pendant 2 ans, donc, j'enregistre chaque jour sur un dictaphone à cassette des exercices de diction. Je perds donc presque mon accent, je deviens ainsi un acteur presque normal, normé. Seulement voilà, à partir de ce moment-là, je commence à m'entendre parler, une autre langue. Depuis lors, je ne cesse de me tenir sur mes gardes phonétiques. Se m'entendre parler, cette langue phonétiquement correcte, provoque un inconfort permanent dans mon travail d'acteur. Je n'arrive pas à être à cet endroit requis par la tradition théâtrale dans laquelle j'ai été formé, tradition de la présence de l'acteur, de la mémoire oubliée dans l'instant, de la réinvention de la langue chaque soir. J'en tire la conclusion que je suis donc un mauvais acteur. En même temps, je suis très vite attiré par la direction. Aussi, je me libère de l'angoisse d'être un acteur disloqué et raté en passant à la mise en scène.
Dans la région Rhône-Alpes, dans les années 2005, je mets donc en scène des pièces de théâtre dans des bâtiments qu'on appelle des théâtres, avec des budgets alloués par les autorités publiques en charge du spectacle qu'on nomme vivant, à la compagnie théâtrale lyonnaise dont je suis devenu le directeur. Des pièces de théâtre contemporain, produites dans la logique temporelle située, faite de la succession des épisodes de lecture, répétition, générale, première, représentation, matinée en après-midi, et puis parfois tournée. Ces pièces sont produites, financées, créées et jouées, comme je le dirai plus tard, dans une écologie de la scène in vitro, c'est-à-dire à l'intérieur de cette logique de production et à l'intérieur d'une architecture scénique donnée, héritée, établie. Et même si ce travail participe d'une époque d'une certaine déstabilisation des conventions scéniques provoquée par l'avènement du théâtre post-dramatique et par l'ouverture ou réouverture du plateau à la transdisciplinarité, ces mises en scène, aussi hétérogènes et multimédia soient-elles, s'inscrivent pleinement dans cette logique économique, cette écologie de production internalisée, dominante, perpétuée, relevant d'une continuité dans ces infrastructures. En 2007, percevant cela, sans vraiment l'articuler encore, mais ressentant à nouveau une forme d'inconfort fondamental, je prends la décision d'arrêter et je sors de cette activité in vitro, microcosmique, théâtrale. Là, je vais vous montrer quelques images des deux dernières mises en scène que j'ai faites en 2006 et 2007. Donc là, c'est une adaptation de l'échange de Paul Claudel avec Nathalie Ortega, Gilles Chabrier, Muriel Coadou et Denis Lejeune. Et ici, ma dernière mise en scène de théâtre donc in vitro, ici le grand plateau du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, pour une adaptation de La Mouette de Tchekhov ayant pour titre Kostia. La mise en scène mêle différentes temporalités et différents régimes de représentation, superposant répétition, représentation, performance, lecture d'articles, critiques parus le matin de la représentation même, tournage de scènes et mixage des vidéos en direct, et aussi concert live. Le personnage de Nina, interprété par Sophie Rodriguez, n'est pas incarné en scène, mais il est virtuellement reconstitué chaque soir par la projection en direct, aléatoire, sur 3 écrans de vidéo, issu d'une grille de 70 films tournés en amont avec la comédienne. La mise en scène mêle différentes temporalités et différents régimes de représentation en superposant répétition, représentation, performance, mais aussi des lectures d'articles critiques parus le matin même de la représentation, et aussi du tournage en direct de scènes, du mixage vidéo et de la musique live. Par exemple, le personnage de Nina, interprété par Sophie Rodriguez, n'est pas incarné en scène, mais il est virtuellement reconstitué chaque soir par la projection en direct et aléatoire sur 3 écrans de vidéos issues d'une grille de 70 films que j'ai tourné en amont avec la comédienne. Donc à ce moment-là, quand je décide d'arrêter, et cela peut paraître naïf et tardif, je me pose véritablement la question de l'identité, de la définition du théâtre, de la scène. Qu'est-ce que c'est que ça, une scène de théâtre, et est-ce que ça peut être autre chose que ça? Et surtout, est-ce que ça peut se penser et se composer depuis une autre pensée et une autre pratique, disons une autre écologie, du temps et de la présence? Si la fonction du théâtre est celle de produire une distance pour révéler le monde, sonder l'humain et consolider une communauté, dans le temps de la scène, que se passe-t-il quand ce temps de la représentation est déstabilisé, changé?
Aussi, et cela s'ajoutera petit à petit, que se passe-t-il quand ce monde, d'ailleurs depuis quelle perspective géopolitique se place-t-on quand on parle d'un monde, quand ce monde subit des mutations planétaires d'ordre géologique et technologique? Que se passe-t-il quand l'humain mute? Comment le théâtre prend-il en charge ces macro et ces micro-métamorphoses? Le peut-il même encore sans lui-même passer par une nécessaire transformation infrastructurelle, transformation de son espace et de son temps, de sa fonction sociale? Dans cette première rupture, il y a donc une forme d'intuition et de spéculation, à savoir qu'il serait peut-être possible de reprendre les fondements, les définitions et les modes opératoires du théâtre occidental, jusqu'alors ancrés dans une métaphysique de la présence, un anthropocentrisme, mâle surtout, une idéologie de l'unité, de l'unification, et une logique de production-création que j'ai nommée in vitro, cadrée par des paramètres temporels rigides. Il me fallait donc sortir de ça afin de regarder et d'examiner cette construction, cette production et cette organisation du vivant théâtral, et cette logique temporelle dominante, imposée, garantie, et tenter de proposer une alternative. Je repartais des origines, du théâtre grec, antique, ici Delphes, Épidore. Je repartais aussi de la pastorale soultine, la pastorale basque. Et aussi, je regardais du côté des origines du théâtre asiatique, et notamment du théâtre japonais, le théâtre No, notamment. Et plus précisément, du mythe fondateur du théâtre traditionnel japonais, rituel de performance ou mode de représentation appelé kagura, et reposant sur le mythe d'une jeune danseuse, Ameno Uzume, qui un jour dansa devant une grotte pour tenter de faire sortir la divinité Amaterasu de cette grotte. Donc on est en présence de l'idée d'une représentation scénique sans public, pour l'environnement, pour la nature, sachant que dans la religion shintoïste japonaise, cette nature-là, cet environnement est divin, est constitué d'une multitude de divinités. Ça, c'est une image que j'ai faite en 2017 à Itsukushima, et c'est l'image d'un théâtre No à marée basse. Là, c'est un extrait d'une vidéo que j'ai réalisée à Tokyo en 2017 pour le projet Backdrop. Je me suis intéressé à cette peinture du pain ancestral, donc reproduite sur le mur du fond de tous les théâtres, de toutes les scènes No. Et j'ai découvert que ce pain représentait, en tout cas était la réflexion, en termes de miroir, la réflexion du pain ancestral, du pain initial, devant lesquels les acteurs et danseurs et musiciens du théâtre No jouaient, sachant que ce pain est à nouveau une divinité. Donc on est là dans une figure à nouveau de la possibilité d'un spectacle destiné non pas à un public humain, mais ouvert à un spectateur non humain.
comprenais que le théâtre que je laissais derrière moi était romain, avec la construction d'un mur séparant d'un accès direct à l'environnement, et puis répondant à une logique d'architecturale, architectonique, mathématique, anthropocentrique, théâtre à l'italienne. Donc en plus du mur ajouté par le théâtre romain, on ajoutait un toit, un plafond pour finir la boîte et l'isoler davantage de l'extérieur, répondant à une logique de perspective et de centripétalité, donc de regard et d'attention portée de façon monofocale vers le centre de la scène. Et ici, une image du centre de la scène avec Sarah Bernard. Donc cette boîte noire, donc au centre de cette scène, au point de fuite, sans fuite, de la perspective, de l'attention des spectateurs, quelque chose, donc le plus souvent quelqu'un devait arriver, apparaître dans l'épiphanie réparatrice de l'ici et maintenant, une vérité, si on se place d'un point de vue téléologique, ou bien une grâce, si on n'est plus porté à une théologie, et que ce surgissement, cette révélation du supposément caché et invisible, et son expérience collective toute synchronisée, devait faire communauté, générer de l'un, unifier et purger. Dans ce moment de sortie de cette scène-là, de cette architecture-là, de cette construction-là, j'ai la chance de tomber sur l'œuvre de Jacques Derrida que je méconnaissais jusqu'alors et qui m'offre des clés et des leviers, à travers des notions, des concepts comme la différence, le spectre, la trace, et j'en passe. Des clés et des leviers qui me permettent de sortir de la métaphysique de la présence sur laquelle repose la tradition théâtrale qui m'a produite. Je découvre aussi la queer theory, Judith Butler, José Munoz, entre autres, qui font vaciller les normes, les identités, les systèmes binaires. Et je lis Elinor Fuchs, universitaire américaine, qui trace une autre tradition, une autre histoire du théâtre occidental dans son livre en 1996, La mort du personnage, et ouvre la perspective d'un théâtre en absence, d'un théâtre paysage, d'un théâtre non anthropocentré. J'ai aussi la chance de voir au MACBA de Barcelone l'exposition Théâtre sans théâtre, curatée par Gérard Blisten. Enfin, je plonge dans une forme de rééducation en m'exposant aux arts visuels et à l'histoire de l'art contemporain. Je prends conscience alors que, bizarrement, à la différence de la danse contemporaine, ce milieu théâtral qui m'a fait a mis longtemps à faire son update en relation de l'histoire des arts visuels contemporains. Et donc de Robert Filliou, notamment les No Play for No Audience, les pas de pièces pour pas de public, à Pierre Huyghe, en passant par Gordon Matta Clark, Nancy Holt, Robert Smithson, le Black Mountain College, l'esthétique relationnelle, l'installation, l'art contextuel, l'art du ratage, the art of failure. Je dis que je fais mes beaux-arts sur le tard et sans l'école. Je me dis que non, finalement, je n'étais sans doute pas un mauvais acteur et que peut-être j'aurais dû garder mon accent basque. Je commence à penser qu'il est peut-être possible de sortir de la métaphysique de la présence et de l'héritage idéologique de l'un sans pour autant abandonner le désir de la scène. Et je prends goût à la recherche, à sa temporalité, indexée à l'idée de durée et non prise dans la vitesse du projet après projet, qui est une autre temporalité que je considère toxique du milieu théâtral subventionné que je fuyais. Donc ici, quelques-uns des artistes, quelques-unes des artistes qui
rencontrés à ce moment-là et qui ont produit à la fois inspiration et ouverture. Alors je me déterritorialise, je diffère, je jachère, je change de géographie, je change de temporalité au travail, à l'œuvre. Je change aussi de relation à la notion d'auteur, à savoir que je sors de cette omnipotence de la direction théâtrale en engageant des processus d'hybridation, de collaboration intermédiale ou transmédiale. En 2009, je participe aux recherches du collectif Compost à Berlin. En 2010, je commence à travailler avec le chorégraphe finlandais Simo Kellokumpu, avec qui je continue de collaborer. Et en 2012, je commence à travailler en duo avec l'artiste visuelle et photographe Aurélie Petrel, avec qui je continue de travailler aussi sous le nom de Petrel Roumaniac Duo, en collaboration avec la galerie Valeria Cetraro à Paris. Cette période de sortie, de scène, de rééducation et de lancement de collaboration n'est pas rhétorique. Elle se dispose via des gestes, des actes, des pièces, comme par exemple pièce intitulée « Ce théâtre laissé intentionnellement blanc ». En 2012, j'obtiens de la direction du théâtre de l'Élysée de Lyon une carte blanche. Et donc littéralement, j'honore cette carte blanche en leur demandant l'autorisation de repeindre la boîte noire du théâtre, le théâtre intégralement en blanc. Et de laisser le théâtre ainsi blanchi pour les saisons à venir du théâtre de l'Élysée. À ce que j'ai entendu dire, le théâtre est toujours blanc. Ça, ce sont quelques images du projet Sightseeing, réalisé en Islande avec Simo Kellokumpu en 2014. Donc un travail sur le public et l'environnement. Ça, c'est une pièce expérimentale que j'ai réalisée en 2014 au Théâtre de la Croix-Rousse, qui a pour titre Revenance et pour laquelle j'ai demandé à tous les acteurs qui jouaient dans la pièce que je vous ai montrée de Claudel en 2006. Donc 7 ans après, j'ai redemandé à chacun d'entre eux de me rejoindre séparément chaque jour sur la même scène où on avait monté le Claudel. Et pendant la durée de la pièce, 1h30, j'ai demandé à chacun de tenter de se remémorer leur parcours, à la fois physique mais aussi textuel de la pièce. Et tout cela dans le théâtre maintenu dans l'obscurité avec pour éclairage uniquement ce qu'on appelle au théâtre la servante, c'est-à-dire cette lumière laissée en permanence dans les théâtres pour éviter un accident si quelqu'un entre dans le théâtre non éclairé. Et là, ce sont quelques images de la première pièce photoscénique réalisée avec Aurélie Petrel en duo. Donc depuis, dès 2012, j'ai commencé à collaborer en tant que duo avec Aurélie Petrel. Ma remise en question de la temporalité théâtrale, rencontrant les recherches d'Aurélie sur la temporalité des images et de la photographie. Je n'ai pas le temps ici de présenter de façon détaillée le travail du duo, mais rapidement signaler qu'après avoir pendant quelques années travaillé à ce que nous avons nommé des installations à protocole de réactivation, pour lesquelles il s'agissait de faire circuler, de faire évoluer des objets photographiques dans des expositions d'art visuel,
selon un principe de reconfiguration ad libitum. Nous avons orienté notre travail vers ce que nous appelons des pièces photoscéniques. Ces pièces sont en appui sur des pièces de théâtre, comme ici, notre première pièce photoscénique de rêve, qui est basée sur Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc pendant 5 jours et 5 nuits sans nuit, autour du solstice d'été en Finlande, nous nous sommes retrouvés avec une équipe de collaborateurs, Naji Gianni, Simo Kelukumpu et donc Aurélie et moi, pour mettre en scène la pièce de Shakespeare dans une petite île, ou sur une petite île au large d'Helsinki. Cette mise en scène n'étant pas destinée à être jouée devant un public, mais uniquement photographiée, et puis rejouée ultérieurement, en absence du texte et des corps, à partir de la création d'objets photographiques réalisés depuis une sélection des prises de vue. Donc ici, vous avez à la fois des prises de vue de la mise en scène sans public dans la forêt de l'île, et des images de la restitution de la pièce photoscénique jouée ultérieurement en extérieur ou en galerie. Je vous invite à regarder sur le site de la galerie Valeria Cetraro pour découvrir ce travail en duo si cela vous intéresse. Pendant toute cette période de transition, de réinitialisation, de reset, entre la sortie de la boîte noire et l'amorce du projet de recherche doctorale, donc réacclimatation scénique, je tente également diverses nomenclatures. J'essaie de nommer le théâtre que je cherche. J'hasarde les formules suivantes. Théâtre impermanent en 2011, sans doute inspiré, influencé par une série de voyages récents au Japon à cette époque. Je propose cette notion de théâtre impermanent. Donc, ce choix est également produit par une prise de position amicale par rapport au théâtre permanent de Gwenaël Morin. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais le théâtre impermanent trouve son origine dans le même lieu où Gwenaël lança son projet, le théâtre de l'Élysée, le théâtre Blanchi que je viens de vous montrer. Et à la différence de l'idée de l'occupation manifeste des théâtres, de l'omniprésence ou de la surprésence du théâtre permanent de Morin, je propose à l'inverse de miser sur l'apprentissage du moins, de poser l'évidement face au remplissage, le silence face au bruit, l'absence face à la présence, la disparition face à l'apparition, la durée face au maintenant, à l'instant, etc. Choisir l'impermanent, c'est alors définir une zone incertaine et flottante du travail d'un théâtre sans théâtre, mais prenant ou déprenant toujours le théâtre en tant qu'objet, ou bien fantôme de cet objet. En 2013, je propose la formule théâtre hétérochronique. Je trouve le terme hétérochronique littéralement temporalité autre dans le vocabulaire de la biologie de l'évolution et aussi dans des conférences de Gilles Deleuze sur la musique. Hétérochronique se posant ici face à homochronique, donc comment déstabiliser et faire varier la temporalité dominante de la scène et sortir de l'autorité de ce temps normé, unitaire, linéaire, homochronique donc, celui du maintenant, de l'ici et maintenant. Je développe cette notion dans un master intitulé « Mettre en scène un théâtre hétérochronique » ou « Démettre en scène un théâtre hétérochronique ». Enfin, je propose plus récemment, dans le cadre du projet de recherche doctorale, théâtre hyperdramatique en 2016. Je vais y revenir rapidement. Dans la thèse de ce master que j'ai engagé afin de pouvoir candidater au recrutement des doctorants sur la plateforme de recherche en Finlande, s'invite la question de l'Anthropocène. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'Anthropocène est l'époque de l'histoire de la Terre qui a été proposée par le chimiste atmosphérique Paul-Joseph Crutzen en 2000 pour caractériser l'ensemble des événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. Le réchauffement global étant une des conséquences, pour les moins inquiétantes, voire catastrophiques, de cet impact. Nourri par le débat autour de l'Anthropocène, mon focus sur la déstabilisation du temps de la scène se double d'une appréhension plus large, planétaire, environnementale, climatique donc, de cette question du temps, de l'écologie temporelle.
Je me rends compte que tout correspond, qu'il s'agit bien d'une écologie générale, que la critique de la production et l'organisation du temps théâtral, linéaire, unitaire, chronologique, logique doublée de celle architecturale de la perspective, de la centralité ou centripétalité, et de la séparation de la scène, le proscénium humain, et de l'arrière-scène, donc la skéné non humaine, tout cela reprend les structures et les dynamiques d'un monde idéologiquement et matériellement centré sur l'homme, pensé à sa mesure, rejetant le non-humain à la périphérie. À ce moment-là, une dispute est alors en cours au sujet de la datation de l'origine de l'Anthropocène. Je ne vais pas entrer dans les détails, n'ayant pas le temps ici. Je m'intéresse au fait que pour les chercheurs Lewis et Maslin, la nouvelle ère géologique a commencé autour de l'année 1610, avec une baisse inhabituelle en dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la disparition irréversible de certaines espèces, ainsi qu'avec le passage culturel globalisé entre l'ancien et le nouveau monde, la colonisation donc et la Renaissance. C'est ce choix de datation, 1610, que Bruno Latour, lors d'une conférence à Gothenburg en Suède sur le temps, On Time, à laquelle j'assiste en 2015, choisit en s'appuyant précisément sur la question du temps. Selon lui, la bascule entre ancien et nouveau monde est marquée par un glissement de la représentation du temps significatif, à savoir la transformation du temps arbitraire occidental imposé au reste du monde, donc vue colonisatrice, en un temps réel, celui du compte à rebours jusqu'à ce que Elisabeth Kolbert en 2014 nomme la sixième extinction. Un des résultats de ce tournant anthropocénique est la déréglementation réelle des phénomènes météorologiques, par exemple l'augmentation du nombre et la violence des tempêtes. Et il est sans doute intéressant ici de noter que Shakespeare écrit La tempête en 1610 et que la pièce commence par un naufrage. En 2014, l'universitaire Una Chowdhury propose la notion d'un tournant anthropocénique avec un S. Aussi, cela devient évident pour moi qu'il s'agit de mettre en relation la critique du temps conventionnel de la scène avec le temps géologique, le deep time ou le temps profond. Le temps géologique de la mutation de la planète et plus précisément en lien avec la lente altération des phénomènes météorologiques et climatiques. J'amorce donc mon projet doctoral Réacclimatation scénique par la mise en œuvre d'une série d'expérimentations autour de cette correspondance entre temps chronologique et temps météorologique, en exposant, littéralement comme on expose quelque chose au soleil, des éléments constitutifs de la machine théâtre, le texte, les planches, le costume, décor, etc. Éléments alors discrétisés et sortis de leur temporalité conventionnelle, les exposant donc aux variations du temps qu'il fait, le temps météorologique. Voici quelques exemples de ce que j'ai appelé théâtre météo, ou en anglais, puisque le projet doctoral a été réalisé en anglais, Weather Theatre. Donc, le premier projet a pour titre long, We Split, We Split, We Split, lecture, répétition et représentation de la scène 1 de l'acte 1 de la tempête de Shakespeare à l'occasion de 3 tempêtes baltiques. Le projet est de regarder, lors de l'hiver 2015, tous les soirs le bulletin météo Sud-Finlande, donc d'Helsinki, et de repérer quand va s'abattre sur la côte une tempête d'indice rouge, c'est-à-dire une forte, voire très forte tempête. Et donc de repérer donc cette tempête arrivant pour le lendemain, et donc le lendemain de prendre un bateau pour me rendre sur l'île au large d'Helsinki, de traverser l'île dans la tempête et de me retrouver de l'autre côté de l'île face à l'horizon baltique, face à la mer, et dans la fureur de la tempête, de prendre en charge la première scène de l'acte 1 de Shakespeare. Quand je dis prendre en charge, ça veut dire répéter
ce mouvement à 3 occasions, donc à l'occasion de 3 tempêtes, et lors de la première tempête de lire la scène, de revenir plus tard à l'occasion d'une deuxième tempête pour répéter la scène, et enfin à l'occasion d'une troisième tempête plus tard, de venir jouer la scène, donc de reprendre la succession de ces trois étapes, de ces 3 épisodes du travail théâtral, à savoir lecture, répétition, représentation. Rowing, the washing of dim tides. I'll be anged yet through every drop of water swear against it and gave at which to blast them. Mercy on us! We're split! We're split! We're split! Farewell, my wife and children! Farewell, brother! We're split! We're split! We're split! Let's all think with the king. Let's take leave of him. Now would I give 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground. Le Conte d'hiver, donc une autre pièce de ce théâtre météorologique ou météorologisé. Toujours pendant l'hiver de 2015, je récupère dans l'atelier de construction de décors de la Theatre Academy, de l'académie de théâtre dans laquelle je réalise le doctorat. Je récupère 3 planches poutres en bois qui sont dans la partie, dans le recyclage, dans le stock de recyclage de l'atelier de construction scénographique. Donc ces poutres, ces planches ayant servi à la construction d'un décor et vraisemblablement à la construction d'un plancher, d'une scène. Et donc je récupère ces trois poutres, ces 3 planches, et je vais les disposer sur la mer gelée, dans une baie pas loin de l'institution, de la Theatre Academy. Et donc je dépose ces trois planches en parallèle, et puis je reviens régulièrement sur le lieu pour être témoin de l'évolution du paysage et de la scène. Et cette image est une image que j'ai réalisée alors que la mer glacée fond. Donc on doit être à la fin du mois de mars, quand la glace commence à craquer, à se diviser et à fondre. Et donc j'ai fait cette image qui est la seule trace gardée du projet et qui a été imprimée sur un grand format et exposée sur la scène d'un théâtre, d'une boîte noire avec un sol blanchi pour l'occasion. L'annulation, un 3e projet de ce théâtre météo. Donc je suis invité, ça c'est le flyer, le poster original de la pièce. Je suis invité à faire une installation dans une galerie qui est située sur cette île. Et cette île a pour caractéristique de n'être accessible en hiver que si la mer est gelée. Donc il faut marcher sur la glace pour rejoindre l'île. Donc je suis invité pour faire une installation au mois de février, et je propose une installation qui consiste à transformer l'espace de la galerie en réserve, une sorte de cave de rangement dans laquelle serait stocké du matériel de théâtre, et notamment des costumes, des accessoires et divers éléments de construction scénographique pour une représentation amateur ou semi-professionnelle de la tempête de Shakespeare pendant l'été dans la forêt. Mais un problème se pose à la réalisation de cette installation, c'est que quelques jours avant d'amener le matériel à la galerie, il y a un redoux, un réchauffement soudain et inhabituel pour la saison, et la mer fond partiellement, et donc l'île n'est plus accessible.
Et donc je ne peux pas installer le projet dans la galerie sur l'île, mais je décide néanmoins de transformer le travail en un événement, pendant une seule journée, de convier les spectateurs, les visiteurs à cette situation, à cet interruptus. Et donc le projet se transforme en un projet intitulé L'Annulation, où j'invite les visiteurs à venir faire l'expérience de cette pièce bloquée par le réchauffement climatique. Enfin, en 2017, je réalise pour une exposition au Pavillon de la Recherche dans le contexte de la 57e Biennale de Venise, une pièce intitulée Backdrop Venise. Je pars du tableau de Canaletto datant de 1720 qui a pour titre La Commedia dell'arte sulla Piazza San Marco, la comédie dell'arte sur la place Saint-Marc. Et je décide de réenacter, de rejouer, de reprendre ce tableau in situ, donc sur la place San Marco. Mais je décide de ne reprendre du tableau que le cadre scénique et la toile de scène. Dans le tableau de Canaletto, on voit bien que la toile de fond de scène, les draps monochromatiques utilisés pour ce fond de scène, permettent d'isoler le personnage, donc l'humain actant, jouant, donc de l'isoler d'un environnement qui est alors dissimulé, caché, annulé par ce fond de scène. Et donc j'inverse cette idée-là et je ne garde qu'un fond de scène uniquement attaché à la barre supérieure du cadre de scène, et je transforme ce drap de fond de scène en un film plastique PVC qu'on utilise en général pour recouvrir les serres végétales. Et donc ce plastique est semi-transparent, donc permet à la fois de voir l'environnement alentour à travers le plastique, mais également n'étant pas accroché sur les côtés du cadre de scène, est animé par le vent et donc permet de faire entrer l'environnement en scène en passant à travers le cadre. En 2018, je réalise également une pièce qui, elle, n'est pas en relation avec la météorologie, mais qui ouvre l'idée d'une régénération scénique en repensant la relation au non-humain et à ce qu'on appelait jadis la nature. Je réalise cette pièce à la suite d'une résidence de 3 mois au Musée des Arts Scéniques de l'Institut du Théâtre de Barcelone. Et la pièce a pour titre Réacclimatation. C'est la première fois que ce mot de réacclimatation apparaît dans mon travail et dans ma recherche. Pendant 3 mois, je fais donc des recherches autour des maquettes de décors et des cadres de scène du théâtre catalan de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.
des corps représentant donc la nature, et notamment les scénographies végétales et florales de l'époque. Je mène aussi en parallèle une recherche sur l'histoire de l'architecture dendriforme, donc dendriforme signifiant une architecture qui puise son inspiration des arbres. Un mouvement dont l'architecte catalan Antonio Gaudí est un des représentants historiques. Donc ça, ce sont quelques images de la recherche dans les archives du musée des arts scéniques de l'Institut del Teatro de Barcelone. Et là, ce sont quelques-unes de quelques références qui ont informé le projet, donc l'Ikebana, la fibre optique des supercomputers, le test de Rorschach, la Casa Calvet de Gaudí à Barcelone, Adrián Gual, scénographe et homme de théâtre du début du XXe siècle, catalan, barcelonais, les monstres dans les jeux vidéo, l'afro-futurisme. Et donc je réalise à partir de ces décors et de ces cadres de scène une série comme ça de figures, de créatures que je vais projeter sur un film calque, sur un papier calque disposé dans une vitrine, dans une boîte en acrylique, comme une vitrine de laboratoire ou de musée. Et donc cette vitrine est installée, exposée, mise en scène au milieu de la scène d'un théâtre. Et le public est invité à entrer, à monter directement sur scène. Une chaise est installée devant cet aquarium, à peu près à 2-3 mètres. Et le public invité à entrer et sortir selon sa volonté dans le théâtre et est invité à répondre à 3 questions qui sont qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez que cela est et qu'est-ce que vous ressentez, questions qui sont celles établies par Rorschach pour son test en 1924. Et je demande au public de répondre à ces questions soit pour eux-mêmes, soit de les garder pour eux, soit de les énoncer en chuchotant, en murmurant, soit de répondre à voix haute. Comment repositionner le contrôle esthétique humain de la scène en prenant en considération l'élargissement de la participation créatrice à ce qui était considéré et dissimulé en tant que backstage ou arrière-scène ou fond de scène ou coulisses? En quoi cette participation, cette entrée en production et en jeu des temporalités et des échelles au-delà de l'humain remettent-elles en question les infrastructures mêmes, l'architecture même et les modes opératoires mêmes du théâtre tels qu'on les connaît et invitent à un imaginaire scénique de transition, de réinitialisation, de mue. Dès lors, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui s'effondre, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui émerge et enfin qu'est-ce qui fait art vivant? Et enfin, quelle scène, quel théâtre, quels acteurs, scénographes, metteurs en scène se reconstituent
alors dans ce mouvement écodramaturgique de réacclimatation, mouvement conditionné par les mutations du double environnement biosphérique et technologique, planétaire et interplanétaire. En plus de ces 3 questions, je propose 2 notions concepts. La première, c'est la notion de deep stage, ou scène approfondie, une scène milieu et non plus une scène centre, une scène ouverte et ou produite au et par les acteurs non humains, qu'ils soient biosphériques ou algorithmiques, en variation permanente, on dit ever-changing en anglais. Et enfin, un théâtre hyper dramatique, théâtre relevant d'une théâtralité plus ou moins perceptible, générée à l'endroit de l'interaction entre la mémoire du théâtre occidental et les phénomènes dépassant l'échelle humaine, tels que le changement climatique ou le big data, le flux de données massives. Le terme hyperdramatique renvoie à la notion proposée par Timothy Morton en 2013, la notion d'hyperobjet, qui sont des phénomènes hors de portée de la perception humaine et pourtant avérés par des instruments de mesure scientifiques ou bien appréhendés intellectuellement. En 2017, je propose d'échanger, de partager ce lot de questions et de notions avec l'architecte, commissaire et chercheuse Emmanuelle Chiappone-Piriou, que j'invite à mi-parcours de ma recherche doctorale, et cela dans le désir et la nécessité de passer d'une démarche de déconstruction à un processus que je dirais plus génératif. Je propose à Emmanuelle de co-diriger ensemble un nouveau projet intitulé WeSank, donc WeSank qui signifie en anglais we, nous, Sank, Speculative Architecture for Neganthropocenic Chronotopia, donc des architectures spéculatives pour des chronotopies néganthropocéniques. Lors de notre préparation du projet, Emmanuelle engage tout un pan de l'histoire de cette architecture à la lisière de tout le reste, comme elle le dit. Une histoire de l'architecture à dimension expérimentale à la croisée des autres champs disciplinaires et plus particulièrement de l'art et de la computation. Donc voici quelques images d'architecture qu'Emmanuelle propose d'injecter dans le projet. De Hans Rücker, Claude Parent, Arata Isozaki, Ruth and Domenig, Medium Total, Archizoom, Andrea Branzi, Super Studio, François Roche et d'autres encore. On regarde ensemble le très bel ouvrage de Yann Rocher, paru à la suite d'une exposition au lieu unique de Nantes qui s'appelle Théâtre en Utopie, où Yann Rocher recense avec beaucoup de précision et d'approfondissement les relations de l'architecture au théâtre en termes d'utopie et de transformation de la scène et du théâtre en des architectures autres. Et ensemble, on va mener pendant 1 an et demi le projet WeSank. Dans un premier temps, nous écrivons ensemble un texte manifeste dans lequel nous exposons une liste de considérations préalables émergeant de la rencontre de ce théâtre sans théâtre et de cette architecture à la lisière de tout le reste. Donc. Et à la Biennale de Venise, au pavillon de la recherche, nous lançons officiellement le projet en performant ce manifeste intitulé Considerings, en français, étant donné. C'est ce texte que nous joignons à l'invitation de tous et toutes les artistes et architectes qui vont participer à ce projet. En tout, 28 artistes et architectes vont se joindre à WeSank à l'occasion de 5 sessions de 3 jours à chaque fois, dans 5 villes différentes, à Tokyo, Helsinki, Paris,
Daegu, en Corée du Sud, et Barcelone. Chacune de ces sessions se tient pendant 3 jours et donne lieu à une hyperproduction collective, assez sauvage, ludique, critique, de ces prototypes de la scène du futur. Ces prototypes se matérialisent, émergent, apparaissent à l'occasion de ces sessions, à l'intersection du texte manifeste, les considerings, et de la pratique spécifique de chacune et de chacun des participants. En tout, ce sont 161 prototypes qui vont être réalisés lors de ces 5 sessions, chaque prototype ayant un complément, ou en complément un texte de description de sa nature, de sa fonction, son fonctionnement, son identité. Ces prototypes sont conçus et réalisés non pas comme des maquettes de projets voués à être construits dans le futur, ultérieurement, mais ce sont des objets performatifs en soi, des représentations précaires, relevant de plus ou moins d'abstraction quant à la saisie des diverses thématiques introduites dans le projet. Ainsi, chaque prototype peut être aussi perçu de façon autonome en tant que scène, au double sens du terme, mais également en tant que partie d'une hyper-scène, d'une super-scène, d'une méga-scène, d'un agrégat performatif constitué de tous les 161 prototypes et de leurs 161 descriptions constituées en livret. Et c'est cette hyper-scène que finalement nous installons dans un abri anti-atomique à Helsinki en novembre 2018, à l'occasion d'un festival international, le Baltic Festival. Je vous montre quelques images de l'installation finale. Je ne vais pas développer davantage autour de ce vaste projet, mais pour ceux et celles qui sont intéressés, une archive exhaustive de tout le projet est présente dans ma publication doctorale à cette adresse. Merci beaucoup.